Comment savoir si votre enfant a un intestin qui fuit? Et tous les déséquilibres qui viennent avec. Grande question. Je crois que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'en fait, il y a des parents qui n'y pensaient pas du tout. Des parents pour qui c'était une ignorance totale. Et là, je me suis dit, mais non. Quand on voit, toi, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des maladies chroniques. Et qui se dirigent vers une vie de maladie chronique, ça fait peur. Et donc, je me suis dit, là, ça urge, il faut quand même que je leur explique 2-3 petites choses. Et donc, à ces parents, j'ai envie de dire, si vous vous demandez pourquoi votre enfant a du mal à se concentrer en classe, pourquoi il attrape tous les rhumes, les angines, les otites, si il vous pète dans les doigts pour un oui, pour un non, bon, vous vous doutez bien qu'il a un problème de trouble d'attention, d'hyperactivité ou enfin, vous devez vous sentir quand même sacrément démunis. Moi, quand j'en parle à des parents, ils me disent, oui, moi, je sais plus quoi faire, quoi. Alors, quand ils sont tout petits, il y a encore moyen de moyenner. Plus ils vieillissent, plus c'est bien compliqué. Donc, il faut quand même savoir ça assez tôt. Parce que c'est pas les médicaments qui vont régler le problème. Alors, pour tout ce qui est problème d'attention, j'en ai déjà parlé dans multiples vidéos et dans des articles. C'est clair que bon, il y a beaucoup de choses à faire juste pour ça, inclus s'occuper de l'intestin qui fuit, parce que sinon on va vous le mettre sur Ritaline et les amphétamines toute la vie ou au moins jusqu'à 15 ans, 16 ans, c'est pas idéal. Par contre, donc il y a une bonne façon de trouver une solution, c'est de considérer effectivement qu'il y a un intestin qui fuit. Il faut que vous sachiez que à chaque fois qu'il y a un intestin qui fuit, il y a un cerveau qui fuit aussi. Parce que cet intestin qui fuit, c'est les premières causes du trouble de comportement et des maladies chroniques chez les enfants, bon, chez les adultes aussi, hein, donc c'est pour vous dire, je veux dire, il y a beaucoup d'adultes qui en souffrent, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont commencé ça assez tôt, et c'est pas parce qu'ils l'ont commencé tôt que ça va s'arrêter comme par magie avant qu'ils deviennent adultes, hein. Non, il y a des chances pour qu'ils continuent à souffrir de ça longtemps. Donc, c'est vrai que j'en parle beaucoup, surtout quand il s'agit de femmes, parce que je m'occupe surtout de femmes et de problèmes de femmes. Et dans les problèmes de femmes, ça revient sans arrêt. Mais pour une fois, je vais aborder la perméabilité intestinale des enfants parce que les parents ne se doutent pas combien c'est quelque chose d'important à considérer le plus tôt possible. Et j'en connais un rayon parce que non seulement, mais je ne sais pas si les deux, mais j'en ai au moins une qui a eu droit. Et moi, j'ai eu droit aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous parle d'enfants qui ont des intestins qui fuient. C'est exactement mon cas au moment où cette photo a été prise. Bon, moi, je suis celle de devant, dans les trois, là. J'avais, je sais pas, autour de 8-9 ans. Et j'avais l'air bien comme ça, mais j'étais quand même pas mal abonnée aux analyses dans les laboratoires, les traitements inutiles. Et là, j'allais mieux parce que je venais de sortir de plusieurs années où c'était même pas la peine, hein. Bref, j'ai tout repassé à ma fille. Mais bon, au moins, j'ai choisi très vite de ne pas la laisser suivre le même chemin. Et donc, si vous êtes une maman et si vous cherchez des solutions pour aider votre bébé, votre enfant, sachez que vous allez devoir agir sur vous avant tout. Tout dépend absolument de vous. Ok? Alors, déjà, comment repérer les fuites intestinales chez les enfants? Donc, on va se pencher sur les signes visibles, hein, parce qu'il y a des déséquilibres courants qui créent les fuites intestinales. Donc, il y a déjà les oreilles rouges, les éruptions rouges, les éruptions cutanées. Remarque, on peut ne pas en avoir parce que ça, moi, j'en avais pas. Mais ça, je vois ça chez les gosses de plus en plus souvent, là, chez d'autres. Après, ça dépend où ça vient
placé, hein, où ça vient se nicher. L'inflammation n'est pas forcée d'être toujours au même endroit. Il y a le ventre gonflé et venteux avec des intestins perturbés. Il y a des alternances de diarrhée et de constipation. C'est ce qui est plus visible au niveau physique, j'ai envie de dire. Et puis, il y a ce qui est les symptômes de type allergique. Donc, les démangeaisons oculaires, les yeux, le nez qui coule, les gonflements ou respiration sifflante, les gonflements au niveau du ventre ou les respirations. Et ça, c'est des symptômes de type allergique. Et puis sinon, il y a des gosses qui sont prédisposés. On le voit tout de suite. Ouais. Quand je repense à moi à cette époque-là, je me dis, mais purée, ça crevait tellement les yeux. Si je m'étais occupée de la gamine que j'étais à l'époque, j'aurais dit à ma mère, alors là, elle a tout le profil. Enfant maigre, qui a du mal à profiter, qui a du mal voilà, on appelle ça les late bloomers, et si ceux qui grandissent pas aussi vite et qui grossissent pas autant que les autres et qui peuvent être vifs, etc. Mais on a l'impression que bon, il y a beaucoup de choses qu'ils n'impriment pas. Et moi, je sais qu'à l'époque, ils savaient plus quoi faire pour me faire grossir, quoi. Et on me bourrait de sucre. Ah là là. On me bourrait de tout ce qu'on pouvait. Bref. Et en me bourrant de tout, on aggravait le problème. Alors, quand ça a commencé chez ma fille qui se mettait, je me rappelle, on allait souvent dans un parc d'attractions à Hong Kong et elle tombait dans les pommes. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, mon Dieu, c'est pareil. Bref, on n'est pas forcé de tomber dans les pommes, mais il faut préciser que dans beaucoup de cas, ces histoires-là viennent avec un problème de gestion de sucre et ça vient souvent avec des histoires de défaillance pancréatique que j'ai refilé à ma fille, que ma mère avait. Enfin bon, et ça, c'est hyper fréquent. C'est des gosses qu'on bourre de sucre parce qu'on ne sait plus comment faire avec eux. Moi, on me bourrait de sucre parce qu'on ne savait plus quoi faire avec moi. Et je tombais dans les pommes pour un oui, pour un non, parce que je faisais des hypoglycémies, parce que mon pancréas envoyait trop d'insuline. Bon, largement, maintenant, j'ai plus d'assurance pour le sucre, mais je pense que si on me le refaisait, je le referais sans doute aujourd'hui encore. Mais je veux dire, l'histoire du sucre, ça vient très, très, très souvent avec. Et c'est des gosses qui, curieusement, sont habitués à fonctionner au sucre. Et comme ils ne sont pas bien épais, en plus, on leur en donne. Enfin bref. Et donc, on tombe souvent dans les pommes et on a des problèmes de manque de calcium, de minéraux, etc. Enfin, l'hypoglycémie vient beaucoup avec. Okay. Bref. Donc ça, c'est la physionomie générale du gamin qui ne reçoit pas, en fait, qui n'absorbe pas grand-chose, qui ne profite pas. Maintenant, au niveau comportement, effectivement, c'est un gosse imprévisible avec des problèmes de colère ou d'anxiété, complètement... Dans ces cas-là, c'est des gosses qui peuvent partir dans tous les sens, hein, qui empoisonnent tout le monde. Ouais. Avec lesquels on ne sait pas trop quoi faire, qui donc ont des problèmes d'apprentissage, de concentration, d'attention, de qui les profs disent sans arrêt, franchement, avec ses capacités, il pourrait faire tellement mieux s'il arrive à se concentrer. Et donc, c'est des gosses qui, en plus, sont emmerdants comme tout à faire manger, qu'on ne sait plus à qui on ne sait pas quoi donner, qui en général sont abonnés à tout ce qui est blé, lait, pâtes, biscuits, céréales. Ouais. Et chez qui il faut le plus vite possible introduire ce qui est cru et jus. Ça, je veux dire que mon père, de ce côté-là, il s'est bien débrouillé.
il a compris qu'il fallait me mettre à ce qui était le plus basique de chez basique. Enfin, on a une centrifugeuse assez tôt. Mais bon, ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce qui était jus de fruits, c'était pas. Enfin, bref, je ne pouvais pas tout savoir non plus. Mais bon, ouais, tout ce qui est blé et lait, il faut. C'est ce que ces gosses-là utilisent le plus. Pâtes, biscuits, céréales. Voilà. Et les parents sont bien contents parce que ça, ils le mangent. La peau. Alors, ces gosses-là, s'ils n'ont pas de chance, et j'en vois de plus en plus, ils font de l'eczéma, de l'acné, et ils ont aussi, s'ils n'ont pas de chance, encore moins de chance, des infections fongiques à répétition. Okay, ça peut venir très tôt. Hein. Et tout ça, c'est l'origine d'une multitude de déséquilibres. Voilà. Un intestin qui fuit, c'est aussi connu sous le nom de hyperperméabilité ou perméabilité intestinale. Ça augmente chez les gosses, on en voit de plus en plus. Et les naturopathes, ils y voient une des principales raisons pour lesquelles les enfants développent des allergies, des sensibilités alimentaires, des éruptions cutanées, surtout eczéma, rosacée, etc. Enfin, ce qu'on voit surtout chez les gosses, c'est l'eczéma. Après, quand ils grandissent, ça va se transformer en acné. Et quand ils seront encore plus grands, ça sera de la rosacée. Et ils ont tous un système immunitaire défaillant, hein, ou sous-actif ou suractif. Et puis donc, évidemment, des maladies auto-immunes qui apparaissent. Hein. Alors, c'est souvent sous forme d'allergie, de réaction à l'allergie, des migraines, de l'asthme, hein, surtout. C'est des gosses, si on creuse un peu, ils ont mal au crâne la plupart du temps. Et s'ils ont même un respiratoire, ça va être de l'asthme. Mais en général, ils fonctionnent sur les nerfs. C'est des gosses qui sont, comme on appelle ça ici, wired. Ils n'ont plus rien au niveau des surrénales. Ils s'épuisent les surrénales très vite. Par contre, du coup, ils dorment mal et ils dorment pas tôt. Et en plus, comme ils font de l'anxiété, etc., ils ont du mal à s'auto-calmer. Il faut passer beaucoup de temps avec eux pour les calmer, pour les rassurer. Et c'est des mauvais dormeurs parce qu'ils sont sur les nerfs tout le temps. Okay. Et donc, ils ont tendance à la dépression en vieillissant, ils ont tendance à l'anxiété depuis tout petit. Et ils ont donc des problèmes de neurodéveloppement type autisme et TDAH et des difficultés d'apprentissage, évidemment. Alors, il y en a beaucoup qui doivent reconnaître leurs enfants là-dedans, je pense. Quelques mots sur cet intestin grêle dont on parle. Alors, pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit, cet intestin grêle, donc qui est lui, alors il est au milieu. Hein. Donc, on a l'estomac qui descend, hein, il y a, et l'intestin, l'estomac, il est directement connecté, il y a la valve, il y a le pylore, etc. Et il descend, il arrive dans l'intestin grêle qui fait une sorte d'escargot. Bon, c'est un gros truc tout voilà, comme voilà, un escargot au milieu. Puis après, il y a la valve iléocécale qui le relie au côlon. Et là, le côlon, il fait tout le tour. Et après, il descend, c'est le rectum. Et donc, au milieu, là, c'est là que la majorité de la digestion se passe. Et la digestion, elle se fait petit à petit parce que donc, vous avez le bol alimentaire qui descend dans l'intestin et il a déjà été pré-décomposé, il a été décomposé par vos enzymes digestives. Et c'est là que c'est tellement important d'avoir des enzymes digestives qui marchent. Pas suffisamment de sucre gastrique et d'enzymes digestives. Parce que si vous n'avez pas les bonnes enzymes digestives là, vos aliments ne sont pas suffisamment bien décomposés quand ils arrivent au niveau de l'intestin grêle. Et si vous avez un intestin défaillant, comme là on va en parler, ben vous avez des molécules prédigérées, enfin pas complètement digérées, partiellement digérées, qui vont aller passer par les trous de l'intestin et qui vont aller dans la circulation sanguine, et là c'est la cata. Bref, on ne peut pas correctement absorber avec une digestion partielle. Bon, quoi qu'il en soit, la digestion, elle continue, elle s'affine pendant tout le trajet, dans tout
tout cet énorme, enfin, c'est hyper long l'intestin grêle. Et donc, la digestion continue à se faire au fur et à mesure. Il y a la voie alimentaire est en contact avec d'autres enzymes, etc., qui sont dans l'intestin, et ça continue jusqu'à être arrivé dans le côlon où là, la muqueuse intestinale va ne pomper que d'eau et des minéraux. Mais dans l'intestin grêle, il y a ces petits machins là, comme des doigts que vous voyez là sur la photo, c'est des microvilli, des villosités qui donc augmentent la surface de contact avec le bol alimentaire. Et c'est là, entre ces petits machins là, que les molécules, si elles ont la bonne taille, peuvent passer pour passer jusqu'à la circulation sanguine. Et donc, c'est un filtre. Voilà. L'intestin, là, il sert de filtre. Il y a juste ce qu'il faut comme taille dans la muqueuse intestinale pour que les molécules puissent passer quand elles sont juste quand elles ont atteint la bonne taille, là, elles peuvent passer. Okay. Mais, donc, les villosités absorbent les nutriments et transmettent tout ça et filtrent les toxines, donc empêchent les toxines et les molécules qu'on ne veut pas laisser passer, on les empêche d'entrer. Elles continuent leur chemin jusqu'en bas. Et là, elles arrivent dans le côlon. Okay, et donc là, elles sont éjectées par le côlon, dans le côlon. Mais donc, le filtre en question ne laisse passer que le meilleur vers le sang. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe quand le filtre il est cassé? C'est comme si vous aviez, regardez, un bas nylon. Hein. Si vous le filez, bah, subitement, voilà. Il va laisser passer des trucs qui ne passeraient pas ailleurs dans le bas. Okay, donc l'intestin qui fuit, ça se produit lorsque les jonctions entre les villosités là sont plus étanches. Enfin étanches. Au moment où elles ne laissent plus passer, enfin c'est les jonctions qui en général se... Mais si le bas se file, si le bas de la muqueuse intestinale se file, bah, subitement il y a des trous qui apparaissent, et là il y a des bébêtes qui peuvent passer dans la circulation sanguine. Et là, ben, le système immunitaire, il voit arriver ça dans la circulation sanguine, il dit mais c'est quoi ce machin? Même si c'est complètement anodin, même si c'est, je sais pas moi, un bout de molécules de protéines d'œuf ou de poulet, bon, parce que ça se retrouve là alors que ça ne devrait pas y être, l'immunité réagit. Et quand l'immunité réagit, il peut se passer un tas de trucs. Mais bon, voilà. Donc, le problème, c'est que ça arrive dans la circulation sanguine et ça peut aller partout alors que c'est pas censé. Ok? Ok. Attendez, est-ce qu'il y a mon petit bidule? Là, voilà. Donc, ça ne devrait pas se retrouver dans les vaisseaux sanguins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les protéines sont partiellement digérées et qu'on appelle peptides risquent surtout de ne pas être correctement identifiées par les autres cellules. Okay. Et donc, lorsque ces cellules, comme par exemple le gluten, la caséine, le soja, s'échappent dans la circulation sanguine, et ben, le système immunitaire aura du mal à les reconnaître, il va les prendre pour des envahisseurs à combattre. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux, parce que une fois que le système immunitaire va signaler qu'une substance n'est pas normale ou qu'elle ne devrait pas être là ou qu'il y a quelque chose à dire, et ben, à chaque fois que cette protéine va se retrouver là, on va se rappeler d'elle comme étant un méchant. Ok? À chaque fois, on va dire, ah oui, ce truc-là, je me rappelle. On avait déjà dit que c'était un méchant, donc c'est un méchant. Ok? Ça va recommencer. On va toujours le traiter en ennemi. Hein, à chaque fois, en fait. Et à chaque fois, on va envoyer de l'inflammation. Parce que l'inflammation, c'est une réponse immunitaire qui sert à dégommer ce genre de trucs-là. Ça peut être toute forme de choses. Hein. Ça peut être justement la diarrhée pour que ça s'évacue aussi.
Ça peut être tout ce qui va vous envoyer évacuer quelque chose, éliminer quelque chose. Ça peut provoquer des écoulements nasaux parce que tout ce qui va être une forme d'évacuation et de détoxification, c'est une forme d'élimination de ce qu'on ne veut pas. D'accord? Mais du coup, ça va monopoliser le système immunitaire pour un truc qui ne mérite pas qu'on s'y attache, qu'on s'y attarde. Et donc, comme ça va le monopoliser, ça va l'affaiblir pour s'occuper d'autre chose. Ça va l'empêcher de s'occuper sur ce qui est vraiment important, à savoir, par exemple, ne pas laisser grandir le candidat albicans. Donc, c'est pour ça que c'est souvent accompagné d'une poussée de candidose. Et qu'est-ce qui se passe avec une poussée de candidose? Eh bien, il y a un autre cercle vicieux qui se met en branle, c'est que avec une poussée de candidose, il va y avoir des déjections, il va y avoir une acidification, il va y avoir plus d'inflammation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en branle. Donc, dès que le système immunitaire est sollicité trop souvent, il s'épuise. Dès qu'il s'affaiblit, le candidat est moins menacé. Et donc, il peut, parce que je vous le dis souvent, le candidat, il faut qu'il soit maintenu en respect par l'immunité. Si l'immunité est trop occupée à autre chose, lui, il en profite. Il y va. Et lui, il a des déjections qui endommagent la partie, il émet des déjections qui endommagent la paroi intestinale. Il émet des déjections hyperacides qui font des trous dans la paroi intestinale. Et donc, plus cette candidose, plus il va y avoir de fuite. Et plus il y aura de sollicitation d'immunité, d'épuisement immunitaire, donc de maladies chroniques. Ok. Et il y aura de plus en plus de symptômes qui vont s'accumuler. Et il y a tout ce qui vient avec tout ce qu'on sait en général avec la candidose. Okay. Alors, le lien avec l'excès de gluten. Il faut en parler. Il y a des chercheurs, dont un monsieur qui s'appelle Alessio Fasano de l'Université de Maryland, là à DC, qui a trouvé qu'il y a une substance qu'on appelle zonuline qui contrôle la perméabilité des jonctions dans l'intestin. Et il a vu que la gliadine, donc qu'on trouve dans le blé, active la signalisation de la zonuline et peut entraîner une augmentation de la perméabilité intestinale. C'est pourquoi on a vu que l'exposition chronique au blé surtout, mais bon, on fait un raccourci avec le gluten, peut entraîner des fuites intestinales en l'absence de diagnostic de maladie cœliaque. On n'est pas forcé d'être cœliaque, donc on n'est pas forcé d'avoir une allergie au gluten pour en subir des conséquences. On peut tout à fait avoir des problèmes de gluten, liés au gluten, juste à cause du blé, en fait. Ok ? Tout simplement à cause du blé. Ça, c'était le lien avec le blé, parce qu'il y en a qui me disent, oui, les médecins ne vont pas voir ça comme ça. Eux, ils vont essayer d'identifier. Si vous n'êtes pas cœliaque, pour eux, ça n'a pas d'importance. Bref, si vous souhaitez améliorer le développement de votre enfant et donc aider à la tolérance d'un plus large éventail d'aliments, vous allez devoir suivre un ordre très précis d'action. On peut tout faire en même temps, sauf la dernière étape, parce que les probiotiques, on ne peut pas les utiliser n'importe quand. Donc là, je vous ai mis ça. Il faut identifier les agents pathogènes et les allergies alimentaires. Donc, il faut faire un test de sensibilité alimentaire IgG. Il faut identifier les déséquilibres minéraux. Il faut identifier la présence d'eau lourde. Il faut, de toute façon, on peut le tester, mais le candidat, il est forcément là. Et donc, il faut aller identifier quels sont les aliments réactifs. Donc, tout ce qui entretient, tout ce qui est déjà passé par la paroi et qui entretient l'inflammation automatiquement. Parce que là, si on n'arrête pas de consommer ces aliments-là,
L'inflation, elle est toujours là. L'inflammation est toujours là. Et du coup, ben, les trous, ils sont toujours là aussi. Il faut qu'on enlève l'inflammation pour qu'on puisse réduire les trous. Okay, et donc, il faut donner à l'enfant les moyens de finalement digérer parce que ce sont des enfants qui, en général, ont un problème de niveau d'acide dans l'estomac et donc qui manquent d'enzymes digestifs. Dès qu'on leur donne des enzymes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il faut aller surveiller l'état de leur pancréas, des acides biliaires. Il faut éliminer l'alimentation des aliments réactifs, surtout les plus réactifs, le temps de faire chuter le niveau d'inflammation et réparer la muqueuse intestinale. Il faut éliminer de l'alimentation, ce qui simule la croissance du candida albicans. Donc, malheureusement, il faut passer par la case régime et réinoculer les bactéries bénéfiques. Quand on a fini avec la plupart, enfin, quand on a fait considérablement baisser la candidose déjà, ok. Si la candidose est élevée, c'est pas le moment de rajouter des probiotiques. Maintenant, les solutions à long terme. Eh ben, il faut identifier la source éventuelle d'intoxication en métaux lourds. Et ça, c'est avec le test minéral des cheveux. Hein, ça, j'en ai déjà parlé. J'ai d'autres vidéos qui en parlent de façon plus décortiquée. Là, je pouvais pas, ça rallongeait beaucoup. C'est carrément tout le sujet d'un webinaire. Hein, tout ce qui est métaux lourds, élimination, intoxication, c'est énorme. Mais il faut que vous le sachiez. Il faut surtout identifier le stress permanent qui est derrière la chute immunitaire qui va favoriser le développement de la candidose. En général, c'est quelque chose que la mère a déjà. Et donc, il faut impérativement aller traiter ça chez la mère. La mère qui a déjà le problème de ne pas réceptionner les minéraux, les nutriments. La mère qui vit avec une forme d'anxiété permanente tout le temps. C'est lié aussi souvent à sa mère-là. C'est des trucs qui se refilent de mère en mère. Mais c'est des trucs qu'on récupère beaucoup parce que quand on vit avec une mère comme ça dans les 7 premières années de sa vie, évidemment, ça laisse des traces. Les enfants, on est des éponges. Donc, il faut s'assurer que l'enfant, surtout, prenne de nouvelles habitudes alimentaires. Alors là, et donc, si les parents ne montrent pas d'exemple, c'est cuit. Hein. Et donc, il faut, je dis souvent, bon, si vous utilisez le pendule et vous êtes capable d'identifier au pendule ce qu'il faut manger, c'est encore l'idéal. Il faut tout tester au pendule. Si vous n'avez pas de pendule, il faut vous dire que en gros, on va virer tout ce qui est caséine, blé, sucre, soja, maïs. Et le mieux, c'est encore de faire un test sanguin donc pour identifier des réactions IgG. Mais ça aussi, ça bouge. Hein. Idéalement, il faudrait refaire le test genre tous les 3-4 mois. Quoi. Et donc, c'est là que c'est important de savoir utiliser un truc comme le pendule ou le test musculaire pour voir où ça en est. Et puis, évidemment, il faut régulièrement utiliser le lavement intestinal. Ça, sans lavement intestinal, c'est même pas la peine. Chez les enfants, c'est très simple. Ça se fait tout seul, avec une petite poire à lavement. C'est tout simple. Ils aiment ça. En général, ça les soulage tellement qu'ils aiment ça. Il y a aussi des compléments. Là, c'est vrai que je récapitule un petit peu. Donc, il y a des enzymes digestives dont j'ai déjà parlé. Il y a de la bétaïne HCl pour remonter éventuellement, mais ça, faut trouver la bonne dose. Il faut un méthyl B12. Ça va les aider finalement à méthyler au niveau des récepteurs du système nerveux. Ça va les aider enfin à se concentrer un peu plus. Il y a la vitamine C, c'est énorme. Et puis, il y a surtout le mélange que je donne dans l'équilibre anti-candidat, le mélange aux 10 huiles, qui permet d'agir là tous les jours sur énormément de trucs, inclus le niveau de l'immunité, le système nerveux et l'équilibre rat-estomac, l'équilibre énergétique rat-estomac qui est crucial ici. Parce que si on ne bosse pas là-dessus, on n'enlève pas des sources énergétiques qui entretiennent le problème. Il faut absolument bosser là-dessus. Puis bon, il faut surtout arrêter de leur donner des médicaments. Quoi. Tant qu'on se dit pas, on arrête les antibiotiques, on arrête les médocs, il n'y a aucune chance pour que ça aille mieux. Donc, ça vient, je dirais donc, non seulement il y a les histoires du fait que bon, la plupart de ces médicaments et ces antibiotiques donnent à manger aux candidats, et ça c'est la fin des haricots, mais il faut aussi penser au niveau de la toxicité, au niveau du niveau de métaux,
Et or, les médicaments en question, ben, c'est une des plus grosses sources de métaux lourds. Okay. Donc, faut virer tout ça. Et c'est là que c'est tellement important de se mettre aux huiles essentielles. Parce que les huiles, on peut leur en donner dès la naissance, du moment qu'on ne leur fait pas avaler. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a juste qu'il faut connaître les règles de dilution. C'est tout. Il n'y a pas de risque d'intoxication. C'est plus une question de... Il y a des huiles qu'on va éviter de leur donner, mais tout ce que j'ai mis dans l'équilibre anti-candidat, ça va très bien aux enfants. Il faut juste adapter le niveau de dilution pour pas de leur irriter la peau. Okay. Donc, il faut adapter les huiles le plus souvent possible. Et c'est là que vous allez pouvoir stimuler, grâce à ce mélange d'huile, enfin n'importe quelle huile de toute façon, vous allez stimuler l'évacuation des toxines, mais agir aussi sur le niveau de stress, l'immunité, la qualité de la digestion, du système nerveux, de l'humeur. Vous allez faire d'une pierre tellement de coups. Okay. Donc, voilà, il y a ça. Il y a le mélange que je donne dans l'équilibre anti-candidat, mais il y a aussi tout ce qui vient avec. Parce que là-dedans, qu'est-ce que je peux parler des enfants quand même? Il y a carrément tout un chapitre consacré au TDAH et à ce type de problème chez les gosses. Et puis, il y a aussi tous les articles que je vous donne et que je publie sur les problèmes de toxicité des enfants. Donc, il faut que vous alliez encore regarder là-dedans les vidéos que j'ai publiées sur le TDAH et sur l'intoxication en métaux lourds. Ça, c'est hyper important. Et puis, vous pouvez aussi apprendre, du coup, à éviter d'utiliser les médicaments chez les gosses grâce au bobo des enfants. C'est une mini formation, mais là, je vous rassemble tous. Je veux dire, je crois que c'est un cours d'1 heure. Il y avait le PDF qui vient avec. Là, vous avez de quoi ne plus toucher une seule cochonnerie venue d'une pharmacie avec ça. Okay. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération, à se rappeler, mais bon, vous avez, du coup, c'est pour ça que je vous ai mis ce cours. Normalement, là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous devriez y arriver, mais surtout, il faut s'occuper de vous, et heureusement, du coup, demain, je vous fais j'ai le webinaire sur le sujet pour les parents. Mais bon, donc déjà, commencez par ça. Il faut que vous sachiez que ça existe et il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas vous contenter de faire un petit peu. Il faut tout prendre en considération. Okay. Celles qui n'ont pas déjà le bobo des enfants, je dois pouvoir vous trouver le lien. Je vous le chercherai. Mais ça, c'est un bon début. Voilà. J'espère que vous avez compris quelque chose.